Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Vous avez vu, entendu, suivi toute cette polémique, pour ne pas dire ce cri de colère contre les abus de certaines cliniques privées. Beaucoup de confrères ont relayé ces informations ces derniers jours. Des Marocains qui se trouvent obligés d'emprunter, de faire un crédit pour payer des sommes astronomiques réclamées pour les premiers soins Covid. Le mal est bien pire parce que dans la douleur d'avoir un proche en souffrance, il est demandé quelquefois aux familles de payer en espèces avant même que les premiers soins de secours aient lieu. Nous sommes tous traumatisés par la situation actuelle. Et quand des vies sont en jeu, personne ne comprend comment et surtout pourquoi certaines cliniques profitent de la situation. Bien évidemment, il ne faut pas faire une généralité. Bien évidemment, le personnel soignant fait de son mieux. Bien évidemment, nous ne pouvons remettre en cause l'engagement des médecins. Mais le pire, c'est que eux aussi sont concernés. Des médecins, infirmières, pharmaciens qui ne peuvent payer comptant en ce moment les sommes réclamées par certaines cliniques. Le Covid est-il devenu un business juteux? Nos vies sont-elles devenues un enjeu commercial? Le ministre de la Santé a tenu en urgence mercredi dernier une réunion sur le sujet. Nous allons en débattre. Avec moi aujourd'hui, Redouane Semlali, président de l'Association des cliniques privées, et Saïd Hafif, président notamment de la Fédération nationale de la santé. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors, juste avant de débuter, messieurs, nous avons fait un appel à témoignages et j'aimerais que vous entendiez, que vous écoutiez ces deux témoignages. Tout d'abord, le témoignage de Esma. Écoutez. Le défunt, il a été dans un premier temps admis dans un hôpital privé. Par la suite, donc l'hôpital, donc ils ont proposé donc de prendre en charge le malade rapidement parce qu'il souffrait de détresse respiratoire. On a été à la clinique, une clinique privée à Rabat. Donc dans un premier temps, donc ils te demandent 47 000 dirhams cash en espèces avant même d'admettre le patient en urgence. Excusez-moi, vous avez proposé de faire un chèque et on vous a dit non en espèces ? Bien sûr, exactement. Donc, ils acceptaient pas les chèques, donc c'était un refus catégorique de la part de la clinique. Ils ont demandé 47 000 dirhams cash, ce qui a été fait par la famille. Donc, on a apporté l'argent en liquide pour pouvoir assurer l'admission. Donc, par la suite, donc le défunt, donc il a passé le premier jour. Ensuite, il a été admis en réanimation parce qu'il avait une détresse respiratoire. Donc, pendant tout ce temps, 3 jours après, ils ont demandé 20 000 dirhams additionnels. Et ils ont envoyé une première facture de l'ordre de 67 000 dirhams. Alors, quand on avait demandé à la clinique, les 67 000 dirhams, ils correspondaient à quoi? Ils ont envoyé une facture. Madame El-Aouni, je veux bien signaler ça. Donc, une facture, j'ai toujours la trace, qui comportait ni cachet, ni signature, ni en tête de la clinique. Alors, sur la facture, c'était marqué avec il y avait un petit tableau qui regroupait des prestations médicales. On avait demandé par rapport à certaines prestations. Ils ont dit que le médecin, il en avait besoin. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des prestations qu'on avait vues et qu'on était... Non. Pardon ? Pas de citation, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Donc, et c'était marqué avec un stylo, donc montant payé 67 000 dirhams, ce qui correspondait le premier versement de 47 000 dirhams qui était fait en cash, plus les 20 000 dirhams qui ont été payés 3 jours après l'hospitalisation. Et il s'était marqué avec le même stylo, reste 60 000 dirhams. Donc, on n'a pas compris les 60 000 dirhams qui restaient et que réclame aujourd'hui la clinique, ça correspondait à quoi réellement? Donc, après 13 jours passés en réanimation, le défunt, il a succombé au virus. Ce qui est encore surprenant, c'est que la clinique, elle a refusé donc de remettre la dépouille à la famille si la famille ne s'acquitte pas des 60 000 dirhams restants. Les 60 000 dirhams, on ne comprend pas réellement ça correspond à quoi. Après plusieurs discussions, négociations, donc le défunt, il a pu être enterré à Rabat, etc. Mais la clinique, elle refuse aujourd'hui de remettre à la famille le dossier médical ou la facture qui correspond les 67 000 dirhams déjà payés. Ils disent qu'on pourra vous remettre ça qu'une fois que vous vous acquittez des 60 000 dirhams qui restent.
Alors, ça c'était le témoignage de Esma. Je vais vous proposer d'en écouter un autre tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous recueillons des témoignages concernant des personnes hospitalisées dans le cas du Covid et qui ont dû débourser des montants faramineux. Et je crois que l'un de vos proches, je vais vous demander de ne citer, s'il vous plaît, aucun nom, aucune clinique, aucun nom ni de clinique ni de la patiente, mais juste si vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé à l'un de vos proches de la famille. Alors, c'est pas très difficile, je ne vais pas citer, mais je vais vous dire que c'est une enseignante qui a passé 45 ans de sa vie pour donner des formations à des jeunes qui sont devenus médecins, avocats, ingénieurs et qui est fonctionnaire de l'État marocain, du ministère de l'Éducation nationale. Elle arrive en clinique où, bien sûr, elle avait attrapé le Covid. Elle a été testée. Elle donne ses documents comme quoi elle est assurée à la CNOPS. Et elle lui a dit, madame, vous nous donnez un chèque de 70 000 dirhams. Pas au porteur, mais au nom de la clinique, barré. Je l'ai rempli, je l'ai donné. Donc, on était pris au dépourvu. Et j'ai trouvé que 45 ans d'enseigner, d'être quelqu'un de l'État, elle a toujours compris qu'elle était protégée par cet État. Qu'elle était assurée. Comment ? Qu'elle bénéficiait d'une assurance, elle payait une assurance. Elle bénéficie d'une assurance, et là, il y a tous les éléments, et c'est une assurance de l'État, c'est la CNOPS. Et on lui dit, madame, vous voulez rentrer, vous donnez un chèque, très aimable d'ailleurs, mais on a été obligé de donner un chèque de 70 000 dirhams. Est-ce que vous pensez qu'une professeure de l'enseignement pouvait avoir une somme pareille. Une somme pareille. Alors, mais ces 70 000 dirhams qui ont été réclamés, excusez-moi, ces 70 000 dirhams qui ont été réclamés, c'est à l'entrée pour son hospitalisation, alors qu'on ne sait pas combien de temps elle va y rester ? Elle doit payer cette somme. Il vous faut un calcul de 5 jours. Très bien. Maintenant, elle est à 8 jours, donc ça va être beaucoup plus énorme cette somme, mais un minimum de 70 000 dirhams. Alors, messieurs, vous avez entendu ces deux témoignages. Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de demandes, que nous soyons clairs aujourd'hui et dans la transparence. Y a-t-il, oui ou non, un barème de référence sur le prix des soins ? Docteur Assis. De toute façon, on partage la peine de ceux qui ont perdu des êtres chers. Et il faut savoir que nous aussi, on a perdu des médecins dans le privé, des amis intimes, professeur Trissi, professeur Mouham. Donc, on partage cette peine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie nouvelle qui est venue, elle a un traitement nouveau, elle a un protocole nouveau. Je pense, et Smelali, le professeur Smelali, qui est le président de la NCP, a lui plus de latitude de parler des cliniques, le dira. Je crois que c'est parce qu'il y avait au début de la première vague certaines cliniques qui se sont portées volontaires, qui ont pris des gens bénévolement, ils n'ont rien déboursé, puis d'autres cliniques dont une qui appartient à Smelali s'occuper des accouchements pour laisser à l'hôpital Hassani de s'occuper des gens Covid, et ces cliniques-là le faisaient de manière gratuite. Donc après, avec l'augmentation du nombre de cas et avec le besoin des lits de réanimation, certaines cliniques ont commencé à prendre des cas Covid. Je crois qu'il fallait, ça c'est mon avis personnel, il fallait qu'il y ait des réunions avec les gestionnaires, la CNOP, la NAM, bien sûr l'association des cliniques, et puis pour établir le coût réel et pour que ça soit indiqué à la population, et ça ne rentre pas dans surfacturation, tout ça, parce que il faut, et à ce moment-là, on aura le coût réel et la personne sait combien elle va
déboursés. Je crois que c'est là où il y a eu le Docteur problème. Rafik, je vais juste vous demander si vous êtes à côté d'une si vous êtes à côté d'une fenêtre, si vous pouvez fermer la fenêtre parce qu'on entend pas mal de bruit autour de vous. Docteur, professeur Selmani, est-ce qu'il y a eu... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Selmani? Oui, professeur Selmani. Est-ce que vous avez, oui ou non, demandé au sein de l'association des cliniques privées une réunion pour établir une grille tarifaire avec tous les intervenants, que ce soit la NAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie, la SNSS, est-ce qu'il y a eu des réunions pour établir une grille tarifaire? Madame, d'abord, l'approche de l'émission me met dans une position indélicate parce que vous avez amené des témoignages de patients qui ont eu, certes, une mauvaise expérience au sein d'un établissement, c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'il faut écouter les deux, mais vous nous auriez dit, on vous aurait amené des personnes aussi qui ont été sauvées par des cliniques. Il y en a plusieurs. Ceci étant dit, monsieur, si vous me permettez, dès l'introduction, dès l'introduction, j'ai bien rappelé que ce n'était pas une généralité. J'ai bien rappelé la mobilisation de tous nos médecins, de tout le corps. J'ai parlé de certaines cliniques, monsieur. À aucun moment, on ne jette la pierre sur l'ensemble des cliniques et de tout le personnel soignant qui est mobilisé actuellement. Nous parlons et essayons de répondre à certains citoyens marocains qui nous ont fait part et qui ont fait part à d'autres confrères de la presse. Vous avez vu les reportages comme moi, c'est tout à fait normal et c'est notre rôle aussi en tant que médias d'essayer d'apporter des réponses. Donc nous ne jetons pas la pierre. Il s'agit bien effectivement de certaines cliniques, mais il faut qu'on y réponde. Bien sûr. Alors deuxièmement, dès que j'ai eu écho en tant que président de l'ANCP, l'Association nationale des cliniques privées, de certaines insatisfaction et d'un vécu un peu similaire de ce qui a été présenté dans votre émission, j'étais le premier à alerter le ministère. Et c'est moi-même qui ai appelé le ministre, c'est pas le ministre qui m'a appelé. Donc c'est moi qui ai demandé à voir le ministre, c'est pas le ministre qui a demandé à me voir. Pour éclaircir ces situations, parce qu'aujourd'hui, la NCP ne peut jamais cautionner des anomalies où la déontologie est touchée. On l'a déjà fait et tout le monde connaît la droiture des membres de la NCP et le caractère intraitable sur le comportement des cliniques avec les citoyens. Ceci étant dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'ont fait les cliniques dans cette situation Covid. Malheureusement, aujourd'hui, cette épidémie ou cette pandémie a surpris, je ne dirais pas le monde, mais l'humanité. Et même des systèmes de santé les plus performants se sont essoufflés aujourd'hui par l'ampleur de l'épidémie. Que dire du Maroc qui avait déjà un système de santé défaillant et on s'y attendait parce que le niveau bien que inquiétant et non grave, pose problème. Aujourd'hui, un malade sur deux porteur de Covid grave est dans des établissements privés. Ils sont rentrés dans la lutte anti-Covid, malgré eux, c'est-à-dire parce qu'on a vu que les malades étaient en train de mourir et l'hôpital était saturé, au détriment de du danger que leur personnel rencontre. Mais malgré tout ça, on le fait avec plaisir, avec citoyenneté et dévouement. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'il y a un langage de sourds entre nous et les décideurs. Aujourd'hui, on est en face d'une réanimation. Une réanimation de cas très, 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 très graves. Nous-mêmes, on ne pensait pas que ce type de réanimation coûtait si cher. Et quand on est parti voir M. le ministre, on lui a expliqué techniquement, et M. le ministre est un éminent médecin, est un éminent gestionnaire, il a vite compris, d'ailleurs il pratique ça depuis quelques mois, que la réanimation Covid ne pouvait pas être prise selon la nomenclature de l'AMO. Et d'ailleurs, le directeur de la NAM l'a bien dit, il a dit on comprend que
Les 1500 dirhams donnés par l'ANAM sont insuffisants techniquement parce que ça nécessite beaucoup plus de moyens, de médicaments, d'oxygène. Mais on est très regardant sur les équilibres des caisses. Alors, si on vérifie l'équilibre des caisses, c'est-à-dire aujourd'hui, les gestionnaires doivent avoir autant de recettes que de dépenses. Donc, si on donne des prises en charge pour des Covid, un Covid, le prix moyen d'un Covid quotidien, on l'a calculé, il a même été calculé au sein des services étatiques, c'est entre 7 et 8 000 dirhams par jour. Et ça, c'est en toute transparence, en médicaments, oxygène. On ne compte pas les ressources humaines, on ne compte pas l'amortissement des locaux, on compte juste ce que consomme le malade. C'est 7 à 8 000 dirhams par jour. Aujourd'hui, les caisses ont dit on ne peut pas payer les 7 à 8 000 dirhams par jour. Donc le dilemme des cliniques, c'est de prendre en charge des malades lourds, très lourds, nécessitant des moyens, des fois jusqu'à 5 000 dirhams d'oxygène par jour, nécessitant des médicaments coûteux, nécessitant un personnel rompu à ce type de travail, nécessitant un personnel hyper protégé, habiller un personnel pour rentrer chez un Covid, c'est 300 dirhams. Il y en a une dizaine de personnes qui rentrent chez chaque Covid. Imaginez-vous quel est le coût de cette réanimation. Donc, nous, c'est une contrainte énorme, mais avec toutes ces contraintes-là, les cliniques qui ont traité Covid, ils ont assumé leurs responsabilités au détriment d'insatisfaction d'un certain nombre de personnes, au détriment d'une mauvaise interprétation de certaines procédures d'entrée, parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une clinique, une fois que la période chaude des urgences est levée, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de mort dans les portes de clinique, on a pris en charge les malades. Mais à un certain moment, il faut régulariser la situation financière. Dans une clinique, c'est un établissement privé. C'est dire que la situation est beaucoup plus grave que de lancer des témoignages, je dirais sporadiques. Et de toutes les façons, des inspections sont sorties. Mais attendez, monsieur, excusez-moi. Je termine juste une phrase. Oui, allez. Les inspections sont sorties, et dans les cliniques dans lesquelles les inspections sont sorties n'ont pas trouvé ces allégations de 70 000, 100 000, 120 000. Et dans la première clinique qui a été visitée, la facturation en moyenne a été de 47 000 dirhams. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'ANCP, pour conclure, l'ANCP est à la disposition des citoyens. Celui qui est insatisfait, on peut l'aider à éclaircir sa situation. Le ministère a été alerté pour assurer son droit régalien de contrôle. Et l'ANCP condamnera toute pratique qui n'est pas déontologique et qui n'est pas en phase avec la profession. Mais maintenant, c'est vrai, on a envie d'avoir un peu de calme pour travailler parce que la situation est très grave. Monsieur, juste, vous revenez sur les témoignages. Il est évident que je ne vais pas faire des affirmations toute seule, et il est évident pour nous qu'il faille écouter les témoignages, écouter les citoyens marocains. Donc vous dites aujourd'hui qu'il n'y a eu aucun abus. Madame, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus. À ce jour, il n'y a pas d'abus avéré. On dit, j'ai payé 47, 67, des sommes à droite et à gauche. Oui, la réanimation est chère. La réanimation d'un Covid une semaine, c'est 8 000 dirhams pour 7 jours. Hein. Faites le compte. En moyenne. Donc c'est cher. La réanimation dans une clinique Covid, elle est chère, madame. Quand c'est le malade qui doit payer de sa poste, c'est horriblement cher. Donc en gros, toute personne qui a les moyens peut-être soignée. Aujourd'hui, comment peut-on dire non, on n'arrive pas à améliorer le coût de cette réanimation, la prise en charge, parce qu'on a un souci d'équilibre. Je vous parler d'équilibre des gestionnaires. Les gestionnaires, c'est nos amis. Il y a un surplus d'argent chez les gestionnaires qui est posé dans les banques d'affaires. 30 milliards de dirhams qui sont posés dans les banques d'affaires. C'est la réserve légale, il faut la rappeler. Aujourd'hui, durant la période de confinement, les gestionnaires ont gagné 2 milliards de dirhams parce que les gens ne se sont pas fait soigner. Le financement
de réanimation lors de la période Covid. Il faut l'évaluer, c'est pas quelque chose d'extraordinaire face aux vies qu'on est en train de perdre. Il ne faut pas incriminer que les cliniques. Je vais vous, si vous le permettez, je vais vous reformuler ma question. Est-ce que vous avez demandé des réunions pour établir un barème fixe de prix pour les malades Covid quand ils arrivent? Lors de la réunion légal avec Monsieur le ministre de demander des chèques de garantie? Est-ce que c'est légal de demander des chèques de garantie ou des avances avant même que les soins aient lieu? Et monsieur, j'aimerais bien aussi que vous nous parliez, parce que c'est la préoccupation de beaucoup de monde, de devoir payer en espèces. Tout le monde ne se balade pas avec 60 000 à 70 000 dirhams en espèces. Pourquoi ces paiements en espèces? Madame, quand vous partez payer les impôts, si vous donnez un chèque non certifié, on ne l'accepte pas. L'État. On vous réclame soit un chèque certifié, soit de l'espèce. Chaque clinique, chaque établissement a ses procédures d'admission. C'est des procédures administratives. Maintenant, ce que vous pouvez critiquer et ce que vous devez critiquer, c'est que face à l'urgence extrême, est-ce que le malade est pris en charge, oui ou non? La réponse est oui. Aucun malade n'a été refusé alors qu'il est en situation d'urgence. À condition qu'il paye. Mais bien sûr, il faut qu'un jury paye, madame. On est dans un établissement privé. Deuxième ne fait pas la publicité gratuitement. Elle se fait payer. On est des établissements privés. Et quand il a fallu pour les cliniques Zeraoui, aujourd'hui, elle est entièrement prise en charge par l'ANCP. Si vous le savez, c'est notre matériel de réanimation qui est là-bas. C'est nos réanimateurs, 30 réanimateurs et des médecins généralistes qui sont payés par l'ANCP. Quand il s'agit de donner des cliniques gratuitement, on les a données. Gratuité, oui, avec plaisir. Même maintenant, s'il faut donner des cliniques, on les donnera. Mais maintenant, quand il s'agit d'une prestation qui doit obéir à des factures, à un paiement, oui, bien sûr. Nous sommes des établissements privés. Quand il faut donner, on a donné. Et mieux encore, on est prêt à donner dans la vaccination. On a proposé nos cliniques pour qu'ils soient des sites de vaccination. Il ne faut pas dire que les cliniques n'ont rien fait. Les cliniques ont perdu beaucoup de médecins. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit que les cliniques n'avaient rien fait. Voilà. J'ai jamais dit que les cliniques n'avaient rien fait. Aujourd'hui, c'est facile de critiquer, madame. Les gens qui critiquent, ce sont les gens qui font le travail. Monsieur, nous ne critiquons pas. Monsieur Semlali, nous ne critiquons pas. Nous essayons, et par le dialogue, justement, nous essayons de comprendre. Et comment pouvoir apporter une réponse. Vous nous avez d'ailleurs donné pas mal d'indications sur les soins, sur les coûts des cliniques privées. C'est le but de cette émission, c'est d'essayer de comprendre et de partager cette information avec nos auditeurs. Le dialogue est essentiel dans ce cas-là quand il y a justement cette confrontation. Vous nous expliquez à quoi sont confrontées les cliniques privées actuellement et le travail qui a été fait. J'essaye de comprendre également, parce que ça a été dans de nombreux témoignages, d'expliquer en fait pourquoi le paiement en espèces. Vous nous dites que les cliniques privées sont actuellement confrontées à de nombreux chèques sans provision et que pour le coup, vous ne pouvez pas soigner parce que vous avez d'énormes charges à côté. Et je vous remercie d'apporter cette réponse. Mais ne dites pas à chaque fois que je vous critique. Non, j'essaye de comprendre, de faire mon travail et d'apporter une information si vous me le permettez. Monsieur Madame, les critiques ne viennent pas. Non, les critiques ne viennent pas de vous. Moi, ça fait une semaine que j'essaie d'expliquer aux gens qu'on est rentré dans cette lutte anti-Covid et grave avec plaisir, avec citoyenneté. D'accord? Et on est prêt à aider la population et à se bagarrer pour que le maximum de malades s'en sortent. C'est ce qui est difficile, hein, parce que quand on arrive à ce stade-là, il y a très peu de succès. Maintenant, les médias, et je les remercie, beaucoup de médias nous ont entendus, on leur a expliqué des expériences vécues à droite et à gauche, on est prêt à les écouter. Le ministère de la Santé, moi-même je les ai appelés, je leur ai dit écoutez, accélérer les contrôles, accélérer les inspections. À ce jour, aucune anomalie antidéontologique n'a été
trouver chez les cliniques inspectées. Maintenant, quand on vient dans une clinique pour soigner une maladie, il faut que les gens acceptent qu'à un certain moment, on leur présente une facture qu'ils doivent l'honorer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette facture? Tout est analysable. L'ANAM a mis en place un portail pour les réclamations. Le ministère de la Santé aussi a un portail. On va la rappeler d'ailleurs, à cette plateforme de plainte. On va la rappeler tout à l'heure. Voilà. Donc, alors pour vous dire, aujourd'hui, c'est très difficile de s'occuper de Covid, grave, coûteux, situation critique où pratiquement 7 malades sur 10 ne s'en sortent pas. Croyez-moi que nous vivons une expérience qui est, je dirais, très douloureuse, unique, et où on a engagé beaucoup de notre personne. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez un Covid très contagieux, vous avez tous les risques de sortir avec un Covid. Et croyez-moi, il n'y a pas une seule clinique où 30% de la population de ses employés ne sont pas infectés. Tous les jours, nous avons du personnel infecté et même des cliniques qui ont connu des décès. Donc, c'est pas une situation facile à gérer. Pourquoi aujourd'hui, comme le disait ce monsieur dans son témoignage, pourquoi il n'y a pas de personnes qui ont cotisé durant X années, dont cette enseignante qui est aujourd'hui encore en réanimation, qui a cotisé durant toute sa vie, ne peut bénéficier d'assurance? Est-ce que vous pouvez nous expliquer très clairement? Au gestionnaire de la santé et à l'ANAM et au gouvernement. Aujourd'hui, nous, comme vous me dites de faire une réanimation à 1500 dirhams, vous dites c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et même, monsieur le ministre l'a reconnu. Il dit qu'à 1500 dirhams, on ne peut pas. Même le directeur de l'ANAM, dans le communiqué, l'a reconnu. Il dit on ne peut pas faire une réanimation à 1500 dirhams, mais on ne peut pas augmenter ce tarif d'équilibre des caisses. Voilà. Comment voulez-vous que je change les choses? Nous, on est des gens qui mettent en place une offre de soins de qualité et performance. Mais cette offre de soins doit avoir quand même en contrepartie un paiement. Qui c'est qui paye? Faute d'assurance de mutuelle, c'est le patient malheureusement. De toute façon, c'est pas nouveau. Même en situation normale, le patient marocain paye 50, même s'il a une assurance, il paye 50% de sa poche. Le reste à charge. Docteur Assis, excusez-moi, oui. Monsieur Semler. Docteur Assis, quand vous écoutez, vous avez écouté vous aussi les témoignages, vous écoutez le président de l'association des cliniques privées, ce qui nous explique, ça paraît dingue quand même, ça paraît fou, pardonnez-moi, de se dire qu'il n'y a aucun remboursement. Certaines personnes ont des mutuelles, des assurances. Comment se fait-il, cette épidémie a commencé au mois de mars, comment se fait-il encore aujourd'hui, nous sommes en novembre, qu'il n'y ait pas de prise en charge d'assurance, qu'il n'y ait pas eu en fait de réunion poussée pour arriver à soulager les citoyens marocains? Tout d'abord, il faut savoir que ce problème de reste à charge, ce problème de reste à charge qui est au niveau de l'assurance maladie, c'est-à-dire la CNOPS et la CNSS, c'est un problème que nous vivons depuis 2006. Et donc, il y a un reste à charge qui dépasse les 50%. Et ça, c'est pas normal. Dans les autres pays, il y a entre 20 et 25%. Et chez nous, il dépasse les 50%. Pourquoi? Parce que l'AMO est venu en 2006 et c'est écrit sur la convention qu'elle doit être revue tous les 3 ans. On devrait être à la 6e révision et réévaluation. On n'est même pas à la première. Nous avons fait un effort, que ce soit les médecins, que ce soit les cliniques, et nous avons signé avec la CNSS une revalorisation de certains actes, juste pour commencer, à savoir la réanimation, la consultation et l'hospitalisation, le lit d'hospitalisation, et ça a été signé en janvier 2020, et ce n'est pas rentré en exécution.
Donc, la CNOPS n'a pas signé, la CNSS seule a signé, ce n'est pas rentré en exécution. Donc, il y a un problème, comme vient de dire mon ami le professeur Smrari, c'est que nous, que ce soit les médecins ou maintenant, puisqu'on parle des cliniques, on ne peut pas nous mettre dos à dos avec les citoyens. Nous sommes là, il faut que cette relation de confiance... je pense que le besoin de rétablir la confiance est urgent, oui. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, madame. Je dis, on ne peut pas nous confronter, nous, vis-à-vis du citoyen, alors que ce n'est pas notre faute. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faut qu'on sache quel est ce coût. Bien sûr, c'est à partir du moment où on établit un coût réel de la prestation, et ce coût réel, il y a des gens qui travaillent dans le CHU, il y a des gens qui travaillent dans le public, il y a des gens qui travaillent dans le privé. L'ANAM a ses experts, la CNOPS a ses experts, la CNSS a ses experts. Tout le monde là autour de la table et on établit le coût réel. Et à partir du moment où on a, madame, le coût réel, bien sûr, comme ça a été dit par le professeur Simlali, bien sûr, s'il y a ça existe dans tous les pays, s'il y a des gens qui abusent, il y a ils sont rappelés à l'ordre, ils sont sanctionnés. Mais tant qu'on n'a pas mis le vrai coût, le coût réel, ça va être, comme ça vient d'être dit, un dialogue de sourds, et c'est pas bien, parce que la première des choses qui est importante dans une relation entre le médecin et son patient, c'est la relation de confiance. Et nous avons été contents de toute la sympathie à travers le monde qui a été témoignée vis-à-vis de l'ensemble du personnel de la santé, non pas les médecins seulement, parce que on vient de célébrer la journée des infirmières et des infirmiers mondiale. Donc, il y a ce travail-là, et il faut que vous le sachiez, il y a plus de 3500 personnels de la santé qui ont attrapé le Covid, et il y a certains qui sont décédés. Et pour ne citer qu'un, qui est un ami très cher pour ce précis, qui est l'ancien trésorier de l'ANCP. Donc, nous avons, nous aussi, en tant que médecins, vécu des drames, et c'est pour cela qu'il faut vous avez raison, cette émission est là pour remettre les choses dans le droit chemin, pour évacuer les choses et pour dire, voilà, telle prestation, voilà, quand le malade est intubé ou ventilé, ça coûte tant. Pourquoi? Parce que il y a ça. Quand il est en soins intensifs, ça coûte tant parce qu'il y a ça. Le patient a le droit de savoir que ça coûte une hospitalisation, un lit de réanimation, et il a le droit de que ça coûte un lit de soins intensifs. Et comme ça a été rappelé par le professeur Simeli, il y a eu une bonne volonté de la part de la NCP, elle continue, et même les gens on entend un bruit, je ne sais pas si ça vient de chez vous ou chez le professeur Semlali. Monsieur Semlali, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous isoler. Allô? Oui. Allô? Oui, je disais... Vous pouvez juste vous isoler un tout petit peu parce qu'on vous entend très fort. Juste une question, s'il vous plaît, par rapport... J'entends tout ce que vous dites tous les deux. J'ai une question très claire, s'il vous plaît, à vous poser, et que je pense que de nombreux auditeurs, en nous écoutant en ce moment, doivent se poser de la même manière. Il faut, vous nous dites aujourd'hui, au vu du coût important pour un malade Covid, débourser au minimum 60 000 dirhams. Si je ne les ai pas, qu'est-ce qui se passe? Vous me posez la question à moi? Oui, à toi, c'est Erdogan. Non, à vous deux, j'aimerais bien que vous répondiez aussi, docteur Hatif. Moi, j'ai pas de clinique. Ça ne concerne pas que les... je ne sais pas, vous êtes citoyen également, vous présidez la Fédération nationale de... Alors, je réponds, je disais ça pour rigoler, mais je répondrai. Moi, je n'ai pas évincé les questions, je répondrai juste après Sismeri, bien sûr.
Madame, Allez-y, alors, je monsieur pense qu'il y a Tendali. une confusion très importante. Les cliniques, ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des gens qui sont au gouvernement. Les cliniques, c'est des endroits où il y a une offre de soins. Aujourd'hui, on essaie de s'adapter le maximum avec les moyens du patient. Et dans toutes les cliniques, il y a un effort considérable pour améliorer l'offre de soins. Mais ce n'est pas de nos compétences de régler la misère du pays. Aujourd'hui, la misère du pays se règle ailleurs, à Rabat. Donc aujourd'hui, l'offre de soins est performante dans les cliniques. On est capable de traiter des Covid, on l'a prouvé. On les traite dans les règles de l'art, dans les protocoles de la santé. Maintenant, on ne peut pas régler tous les problèmes des citoyens marocains. Il y a de la misère, il y a l'assurance maladie qui n'est pas généralisée, il y a de la pauvreté. Je pense que ce n'est pas au niveau des cliniques qu'on va régler ça. Mais les hôpitaux sont débordés actuellement. Donc, ce que vous dites, vous renvoyez à Rabat, donc vous renvoyez, je l'imagine, la balle et la patate chaude au gouvernement. Mais aujourd'hui, je répète ma question, une personne qui se présente et qui n'a pas les moyens, les hôpitaux sont pleins. Est-ce que vous dites il faut là de toute urgence une nouvelle fois provoquer une réunion au plus vite pour trouver une solution? Vous le voyez comme moi, et vous le suivez comme nous, comme tous les médias chaque jour, les chiffres qui ne cessent de grimper, le nombre de personnes en réanimation qui augmente également. Est-ce que vous ne vous dites pas il y a besoin d'une nouvelle réunion d'urgence et que des décisions soient prises? Vous parliez tout à l'heure de l'assurance et des montants. Oui. Le jour où ils ont créé le comité scientifique national pour la lutte contre le Covid, il n'y a pas un médecin du privé dans ce comité. Covid a été géré pendant 6 mois uniquement par les structures étatiques, aussi bien santé publique, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances. On n'y a pas été. On nous a sollicité lorsque la situation s'est aggravée. On a assumé nos responsabilités. On a perdu du personnel. On a traité des malades. On a réservé nos cliniques. Parce que quand tu réserves une clinique à Covid, tu reçois plus les autres malades. À ce jour, on assume. Mais on n'est pas responsable de toutes les parts et de toutes les conséquences de la gestion Covid. La gestion Covid a été responsabilisée. À chaque fois qu'on nous a appelés, on a montré notre générosité. On a donné, on a réservé des cliniques, on a donné du matériel, on a donné de l'argent, on a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, quand les malades viennent chez nous, ils se font traiter dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on essaie de faire le maximum pour qu'ils puissent accéder à ces soins. Mais maintenant, s'ils sont dans l'incapacité de se faire traiter, ce n'est pas la faute des cliniques, c'est la faute. Je vous renvoie à Rabat. Voilà. Je suis désolé. Alors, puisque vous me renvoyez à Rabat, je vous renvoie une nouvelle fois à ma question. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, puisqu'encore une fois, je le répète, les hôpitaux publics sont débordés actuellement par la situation. Vous avez raison, nous vivons une situation inédite. Une nouvelle fois, je vous repose ma question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une réunion d'urgence est nécessaire pour la santé des citoyens marocains? Quand vous voulez, madame, je suis prêt. À Rabat, ils savent que je suis disponible, ils m'appellent, je viens. Toutes les réunions, j'assiste. Quand il s'agit de fluidifier les rapports, on les fluidifie. Avec monsieur le ministre, on a d'excellents rapports. Mais maintenant, quand on en parle d'équilibre des caisses, à un moment, on perd 80 malades par jour. Je suis désolé, il y a une volonté politique qui n'est pas entre mes mains. Je ne suis ni parlementaire ni ministre, je ne veux pas l'être. Je suis obligé de quitter l'émission, comme vous l'avez dit, un quart d'heure avant, parce que j'ai un autre engagement avec un autre organisme. Je sais. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à M. Temlali d'avoir répondu à nos questions. Professeur Asif, oui. Cette réunion, cette fameuse réunion, elle a été demandée, il y a eu des concertations, le ministre de la Santé a tenu mercredi dernier une réunion également. Il n'y a toujours pas de terrain d'entente, comme nous l'explique le professeur Temlali? Non, moi je crois que il ne peut pas ne pas y avoir de terrain d'entente parce que, comme vous venez de le dire, il s'agit de la santé du citoyen et on est tous
responsable. Donc cette réunion, comme vous venez de le dire, s'impose pour remettre les choses dans le droit chemin et surtout l'intérêt de la santé du citoyen. Maintenant, comme vous le savez, il y a un projet d'étendre la couverture généralisée et ce projet-là a besoin de fonds et le gouvernement a mis ces fonds-là à disposition. Donc, je crois que maintenant, au vu de la situation, il faut que le gouvernement, avec bien sûr les gestionnaires, et puisque ça a été dit, l'équilibre, donc il faut rassurer cet équilibre, et c'est le gouvernement qui doit l'assurer. Et une fois qu'on aura, comme je l'ai dit, le coût réel de chaque prestation, et puis, comme le Covid, c'est une urgence, il faut que le malade puisse avoir la prise en charge avec le coût réel de manière urgente. Ceci lui permettra d'être pris en charge et d'être pris en charge vite et de ne débourser de sa poche que le reste à charge qui est bien sûr la part adhérente, mais qui n'est pas aussi importante que maintenant parce qu'il n'y a pas eu de changement des tarifs. Moi, ce qui m'étonne, j'ai vu le professeur Semlali un petit peu en colère, mais encore une fois, c'est pas juste se critiquer, c'est essayer de comprendre, c'est essayer d'informer tous les auditeurs qui nous écoutent. Il est parti, mais il est vrai, je précise, il n'est pas parti coup de colère seulement. Il m'avait précisé qu'il avait un rendez-vous important à Moalcar et qu'il devait s'y rendre. Juste une chose, vous dites à chaque fois, il devrait y avoir. Le professeur Semlali lui dit, je suis à la disposition, mais finalement, en fait, ni l'association des cliniques privées, ni vous, au niveau de la fédération, vous ne la demandez, cette réunion, pour éclaircir les choses une bonne fois pour toutes? L'association, je le dis, l'association, l'ANAM, et le directeur général de l'ANAM, au cours d'un webinaire qui s'est passé avec les présidents des universités, parce qu'on estime là aussi que les élèves et les étudiants ont un rôle très important dans la sensibilisation contre cette maladie, puisqu'on voit que ça monte de manière vertigineuse. Et chaque fois que les chiffres augmentent, le corollaire, c'est que les malades de REA augmentent. Maintenant, le directeur général de l'ANAM a bien dit qu'il va y avoir une réunion la semaine prochaine en présence bien sûr de l'ANAM puisque c'est le régulateur, l'Association nationale des cliniques privées, la CNSS et la CNOPS et puis le ministère de la Santé. Bien sûr, pour essayer de voir tout ça et pour voir si à ce moment-là il faut demander un effort au gouvernement, ça sera demandé au gouvernement parce que si vous vous rappelez, déjà, par exemple, la CNOPS ne voulait même pas rembourser les malades qui ont le Covid. Et le ministère des Finances, et on le remercie, a dit non, c'est une maladie comme une autre, elle doit être remboursée, c'est un droit pour l'adhérent. Donc, moi je crois... Qui a cotisé. Et là où le bas blesse, et le mal est bien pire, si je peux dire ça, parce que, en fait, aujourd'hui, ces montants faramineux, difficiles pour un simple citoyen, mais même le corps médical y est confronté, des médecins qui n'arrivent pas à payer, des infirmières, le corps, ceux qui sont sur le terrain chaque jour, n'arrivent même pas, quand ils deviennent Covid et doivent être hospitalisés, ne peuvent pas payer non plus leur couverture, ne peut pas, leur assurance ne peut pas rembourser. Alors, là aussi, on se dit c'est pas possible. Ce sont les gens qui sont sur le terrain chaque jour pour nous soigner, qui n'arrivent pas à payer eux-mêmes. Comme on dit en arabe,
De toute façon, les médecins, quand ils ont la couverture, parce que, comme vous le savez, les médecins font partie des indépendants et, à ce jour, ils n'ont pas encore d'assurance maladie. C'est une anomalie grave, mais elle est là. Heureusement qu'il y a 2 semaines, il y a eu une réunion au ministère de l'Emploi qui a réuni le représentant du chef du gouvernement, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur général de l'ANAM et le président du Conseil de l'Ordre, où on a établi les forfaits pour que les médecins spécialistes et les médecins généralistes puissent avoir droit à cette couverture dans le cadre de ce qu'a appelé Sa Majesté de la couverture universelle pour tout le monde dans les 2 ans à partir de janvier 2021. Il faut que vous sachiez que devant cette situation grave, parce que autre chose, c'est que l'activité a diminué de façon drastique au niveau des cabinets. Moi, je parle en tant que spécialiste. Au niveau des cabinets, que ce soit dans les cabinets de généralistes ou dans les cabinets de spécialistes, parce que les gens ont peur et vont consulter plus rarement. Et donc, j'ai demandé en tant que président de la Fédération de la Santé et puis avec la présidente de l'Ordre des pharmaciens Sud, j'ai demandé à Monsieur le ministre à ce que les médecins, comme qui n'ont pas d'assurance maladie, puissent être pris en charge. Mais quand je dis les médecins, les professionnels de la santé, les infirmiers, tous ceux qui sont dans le privé, les sages-femmes, puissent être pris en charge quand ils ont le Covid parce qu'ils participent à l'offre de soins, soit dans les structures publiques, puisqu'avant la première vague, tout le monde était dans le public, ou bien quand ils sont dans les structures privées, que ce soit le ministère qui puisse régler cette prise en charge. Le ministre a répondu. Une dernière question parce que nous allons déborder, ça fait 50 minutes que nous sommes ensemble. Docteur Afif, très sincèrement, pour vous, concernant ces éventuels abus, je vais dire éventuels, pour pas me faire discuter en bonne et due forme par le professeur Selmani, sur ces abus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait réellement y avoir des sanctions pour rétablir la confiance entre le citoyen avec le citoyen et que ce soit rétroactif à ces personnes? Non, je vais être clair. Comme ça a été dit par le professeur Smirali, je le dis en tant que médecin, en tant que citoyen, il y a des... Quand on passe, on est dans sa voiture et on passe au feu rouge. Le policier vous arrête et vous verbalise. Donc, là, vous avez dit que vous allez le rappeler. L'ANAM a mis une plateforme pour les réclamations, le ministère de la Santé. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler cette plateforme, s'il vous plaît? Je la connais pas, donc je peux pas. On va la mettre. Non, on va la remettre. Quant à nous, surtout nos réseaux sociaux. La rappeler le directeur général de l'ANAM l'a dit, il y a cette plateforme, il y a des inspections qui sortent. Si, comme ça a été dit par le professeur Smirali, qui est quand même le président de l'ANCP, il y a des dépassements avérés, il y aura des sanctions, ça, même lui en tant que président l'a dit, mais il faut établir ces dépassements. Et comme vous le dites si bien, ça permettra, parce qu'on en a besoin, de rétablir la confiance entre le médecin et entre le patient et sa famille aussi. Et puis, peut-être une précision, c'est que l'ensemble des cliniques privées ne sont pas spécialement dirigées par des médecins. Pour certains, ce sont des investisseurs, tout simplement. Tout à fait, oui. On avait bataillé avant, mais bon, maintenant il y a ça aussi. Voilà. Ben oui, parce que qui dit investisseur dit aussi retour sur investissement. Vous n'allez pas me contredire.
Ben, c'est, comme vous le dites, et de toute façon, la personne concernée, elle est partie. Moi, comme je l'ai dit, j'ai parlé aujourd'hui en tant que médecin, en tant que citoyen, et je le dis, je le répète à la fin de votre, et je vous remercie d'ailleurs parce qu'il fallait discuter de ça ouvertement, évacuer, pour que les gens puissent comprendre les choses, puissent comprendre que la prise en charge d'un Covid, surtout quand il est en réanimation, ça coûte cher, et il faut établir tout ça, et que les médias le sachent, que le patient le sache, comme ça il n'est pas pris au dépourvu. Merci en tout cas beaucoup, Monsieur Saïd Rachid. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de la santé. Merci également à Redouane Semlali qui est avec nous. Nous reviendrons bien évidemment sur le sujet et puis n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous reviendrons également sur le vaccin pour sensibiliser puisque vous faites partie aussi du comité scientifique. Très important le vaccin. Ouais, on est fiers. Voilà. On est fiers que notre pays puisse être parmi les premiers pays grâce à l'intervention de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Voilà, on reviendra avec vous sur ce sujet parce que vous faites partie justement du comité scientifique ad hoc sur la vaccination Covid. C'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, on se donne... Oui, excusez-moi. Merci à vous et au revoir et à bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura répondu, en tout cas en partie, à certaines de vos questions, mais nous reviendrons bien évidemment sur le sujet. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci encore. Portez-vous bien. Vivre avec vous.